l'intelligence artificielle qui va transformer les métiers de conseil. Et je vous propose d'évoquer les 3 objectifs que je me fixe ces 2 heures qui viennent. Le premier, c'est comprendre, et je ne vais pas être technique, on raconte à peu près tout et n'importe quoi. Voilà. Et donc, je suis absolument stupéfait. Dès que les gens cherchent de l'argent, ils vont faire rêver, et ils vont faire rêver en affirmant des choses qui ne sont pas vraies, ou sous-entendant des choses qui ne sont pas vraies. Voilà. Donc, il est important aujourd'hui de comprendre que l'intelligence artificielle n'est ni intelligente ni artificielle, mais néanmoins que c'est une grande rupture qui arrive, et je vais vous expliquer pourquoi. Le deuxième, c'est choisir. Tous les logiciels du monde sont en train d'être réécrits avec une dose d'intelligence artificielle. Je regrette juste que les entreprises aujourd'hui mettent comme objectif de faire l'intelligence artificielle. Ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est quel est votre problème? Et je sais que le mot problème, on ne l'aime pas en français. On n'aime pas le mot problème, mais s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de business. 90% d'un acte d'achat dans le monde aujourd'hui, c'est une réponse à un problème. La réalité, c'est que les envies, puisque c'est l'autre raison pour laquelle on peut avoir une envie. J'ai une voiture, mais j'ai envie d'une autre voiture. Je n'ai pas de problème, j'ai juste une envie. Ça, c'est 10% des actes d'achat. 90% des actes d'achat, c'est une réponse à un problème. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est qu'un moyen d'aider et de répondre à des choses qu'on ne savait pas faire avant, mais ce n'est pas un objectif. Bon, néanmoins, ça l'est pour beaucoup de gens, et je respecte ça. Et gagner parce que l'intelligence artificielle est, de mon point de vue, une rupture aussi importante que celle de l'arrivée de l'imprimerie par Gutenberg. Pour bien comprendre ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'avant Gutenberg, le pouvoir était la possession de terre. Le duc de Bourgogne, du reste, disait au roi de France, je ne suis pas ton vassal, mon territoire va jusque dans les Flandres, j'ai plus de territoire que toi, je ne suis pas ton vassal. C'était bien la possession de terre, et l'apogée de la possession de terre étant le pouvoir, c'est bien la guerre de 100 ans, où sur des motifs religieux, on était surtout enclin à aller prendre la terre du voisin pour obtenir plus de pouvoir. À partir de Gutenberg, le pouvoir va devenir le savoir. C'est les gens qui savent lire, puis écrire, qui vont prendre le pouvoir. Mais il n'y a pas encore si longtemps que ça, il y a 50, 100 ans dans nos villages, il y avait 3 personnes qui avaient le pouvoir. Le maire, le curé et l'instituteur. C'était les 3 qui savaient lire et écrire. Celui qui savait lire et écrire avait le pouvoir. L'apogée aujourd'hui du pouvoir, du savoir qui est le pouvoir, c'est l'informatique. Une entreprise ne peut plus rien faire sans demander à ses informaticiens s'ils sont d'accord, s'ils sont convaincus, et il y a un travail permanent. Parce qu'ils ont le savoir, ils ont donc le pouvoir, et qu'en fait, ils peuvent bloquer une initiative ou l'inciter en fonction de leur opinion. Ce qui va changer avec l'intelligence artificielle, c'est que le savoir est dans les machines. Et le savoir dans les machines veut dire que le savoir ne sera plus le pouvoir. Et c'est ça qu'il faut comprendre avec l'intelligence artificielle. C'est dans ce sens-là que l'IA est très important, est une rupture importante. Alors on va voir, et je vais vous montrer des exemples où on met le savoir dans les machines. Ça veut dire que le pouvoir va devenir quoi? Probablement le savoir-être, la capacité à fédérer autour d'une idée, la capacité à le savoir-être au sens général. Mais on ne connaît pas encore ce que sera le futur, il sera ce que l'on en fera. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc d'abord de faire une petite introduction, définition, en restant très léger, light sur les termes techniques. Il y a quelques mots à retenir, mais restez light parce que sinon vous ne les retiendrez pas après. On verra après l'industrialisation du conseil supervisé au temps de l'IA. On verra les autres domaines d'application. Et puis, effectivement, on va commencer par introduction et définition. Ce n'est pas moi qui ai inventé ce terme, l'intelligence artificielle n'existe pas, c'est le premier livre de Luc Julia, qui effectivement est connu pour avoir été un des co-auteurs de Siri, et qui écrit l'intelligence artificielle n'existe pas dans un livre publié il y a 2-3 ans. Voilà. Enfin, du moins, si l'on considère l'IA capable de réellement penser par elle-même. La réalité des faits, c'est que l'IA la réalité des faits, c'est que les ordinateurs ont été conçus pour calculer et non pas pour raisonner. Alors, moi, j'aimerais bien être un peu interactif et demander dans cette salle,
calculer ça, vous savez ce que c'est, addition, multiplication, sinus, cosinus, et la réalité du monde moderne, c'est qu'on ne calcule plus du tout. Vous avez une calculatrice, vous avez Excel, et surtout, vous avez des logiciels qui sont des configurateurs. J'ai envie de faire un bulletin de salaire pour un salarié, je m'assois devant mon ordinateur et mon logiciel, je rentre les caractéristiques de la personne, et il calcule, il raisonne même du reste, et il me produit un résultat. Je ne calcule plus du tout dans ma vie. Sauf les chercheurs, sauf des informaticiens, sauf certaines professions, mais globalement, à 98%, on ne calcule plus du tout dans la vie de tous les jours. Par contre, on raisonne tous les jours. Sauf qu'on a oublié de nous apprendre ce qu'était que raisonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer dans raisonner, c'est quoi? En une phrase. Je permets le partage pour que vous puissiez. Oh non, ça me dérange pas. Non, je les entends. Je les entends quand ils parlent. À distance, vous nous voyez? Non. Est-ce qu'on les entend? Il faut enlever vos micros, Antoine. Oui, j'entends bien, sauf les débuts de phrases et fins de phrases. C'est la communication, je peux se séparer pour les autres. Moi, ça va. Ça va. Bon. Donc, ma question, c'est est-ce que quelqu'un veut se lancer dans c'est quoi raisonner en une phrase? En une phrase. Et c'est un brainstorming, il n'y a pas de. Il n'y a pas de mauvaises erreurs, de mauvaises réponses, mais ce n'est pas évident. Si on lit des concepts, mobilise des concepts pour arriver à répondre à une interrogation. D'accord, c'est une définition, oui. Si on part du principe qu'on est capable de définir la raison déjà, pour moi, c'est faire preuve d'une logique et de lien de démonstration, en fait. D'accord, d'accord, il y a de ça. Et quelqu'un d'autre veut se lancer? C'est un ensemble de... Enfin, c'est donner du sens à un ensemble de propositions, de faits, pour en tirer une conclusion. Raisonner, c'est appliquer des règles sur des données. Ces règles, elles sont génériques. Pour faire un inventaire, il faut commencer par avoir ceci et cela. Pour réorganiser un service de terrain, il faut commencer là. Pour démarrer une communication marketing, la première chose qu'il nous faut, c'est ceci et ensuite on fait cela. C'est des règles qui sont génériques. On va les appliquer sur des données. Et ces données, eh ben, c'est le contexte de la situation. Surtout le contexte de la situation. Voilà. Raisonner, c'est appliquer des règles sur les données. Et effectivement, ces règles dans notre cerveau, elles sont essentiellement liées à l'expérience. Il y a un petit peu la formation, mais il y a surtout l'expérience. Et on va les stocker en mémoire longue. La mémoire longue est une mémoire qui est un peu particulière puisqu'il va falloir apprendre et désapprendre 17 fois pour retenir sur la durée. Et donc, sur la durée, je vais pouvoir retenir des règles. Et c'est pour ça que quand on a un nouveau salarié qui rentre dans une entreprise, il va apprendre les meilleures pratiques de l'entreprise, il va apprendre les spécificités du métier de l'entreprise. Et le premier jour, on va lui apprendre plein de choses. Le lendemain, il va reposer la même question parce qu'il dit « Ah oui, ça y est, je me souviens, tu m'as dit ça hier. » Voilà. Et parce qu'en fait, il va désapprendre et réapprendre pour garder dans la durée ces informations. Mais au moment où je vais raisonner, le raisonnement n'a pas lieu en mémoire longue, il a lieu en mémoire courte. C'est la deuxième type de mémoire. La mémoire courte, c'est celle que j'utilise quand la banque m'envoie un code à 6 chiffres pour valider une transaction bancaire. Je vais lire ces 6 chiffres, je vais les garder, mais dans 35 secondes, j'aurais oublié ce qu'était ce chiffre, parce que c'est de la mémoire courte, je ne cherche pas à retenir. C'est juste de la mémoire immédiate. Le raisonnement a lieu en mémoire courte et ça va avoir une énorme influence sur le conseil, on va le voir. Okay. Donc, les ordinateurs ont été faits pour calculer, ils n'ont pas été faits pour raisonner. Le raisonnement, il est arrivé avec les langages de programmation. Et les langages de programmation fait que les informaticiens ont écrit du raisonnement conditionnel ou répétitif, on dit itératif dans notre jargon. S'il se passe ceci, alors je fais cela, sinon je fais cela. C'est du raisonnement conditionnel. Et on va écrire des programmes qui vont faire dans les ordinateurs du raisonnement. Mais les ordinateurs n'avaient pas été conçus pour cela. Et donc, c'est le talon d'Achille de toute l'informatique. Le talon d'Achille de toute l'informatique, c'est
l'incapacité de faire des programmes qui ne sont pas bourrés de bugs. C'est l'incapacité des programmes qui sont capables de raisonner aussi intelligemment, entre guillemets, que ce que sait faire le cerveau humain. Le cerveau humain, il n'a pas d'art de décision, il est capable de faire des niveaux de sophistication dans le raisonnement qu'on ne rencontre pas dans les ordinateurs. Voilà. Et donc les ordinateurs sont beaucoup plus rapides, mais dans le monde du raisonnement, on le voit bien, un logiciel n'est pas aussi intelligent qu'un être humain. C'est ce qu'on dit. En fait, il ne sait pas raisonner de façon aussi complexe. Quand le programme est trop complexe, il y a trop de nœuds de raisonnement, trop de modules de raisonnement, l'informaticien est bloqué et vous dit en toute sincérité, ben c'est pas à moi de changer mon programme, c'est à toi de t'adapter à mon programme. Et la réalité des choses de l'informatique que l'on vit aujourd'hui, c'est que c'est les entreprises qui s'adaptent aux logiciels qu'elles ont achetés, ce n'est pas les logiciels qui s'adaptent aux entreprises. Oui, on fait un peu de paramétrage, mais on sait la limite du paramétrage. Plus je fais du paramétrage, dès que la version suivante du logiciel sera disponible, que ce soit un CRM, que ce soit un ERP, que ce soit ces outils-là, eh bien, il faudra probablement réviser le paramétrage parce qu'il ne sera plus compatible avec la nouvelle version du logiciel. Donc, on freine sur la partie paramétrage et donc, le challenge de l'intelligence artificielle, eh bien, c'était de remplacer cette programmation. Je fais une caricature, hein, je ne rentre pas dans les détails, mais globalement, l'intérêt de l'intelligence artificielle était de pouvoir générer des algorithmes de raisonnement extrêmement performants, basés sur l'apprentissage des données du passé. C'est-à-dire, le principe fonctionne tout simplement, ce qu'on appelle auto-apprentissage en français, machine learning, deep learning en anglais, auto-apprentissage. Je vais détecter des corrélations entre les données du passé pour en déterminer quelle est la logique qui m'a amené à faire ceci ou faire cela, ou tel client à faire ceci ou cela, et donc détecter en se basant sur les données du passé. Donc là, on a un certain nombre de limites que vous voyez tout de suite. C'est que déjà, si c'est un événement qui n'est jamais arrivé, je ne sais pas gérer. Vous êtes bien d'accord, puisque je m'appuie sur les données du passé. Et puis pour apprendre, la machine, il faut que l'événement, il ait été répétitif. Pour apprendre un ordinateur à reconnaître un chat, il a fallu déjà lui montrer 7000 photos. Déjà qu'il commence à comprendre ce que c'était un chat. Et pour en arriver à une belle perfection, il a fallu probablement des centaines de milliers de photos de chats pour qu'il comprenne que c'était un chat. Quelqu'un qui attend. Et donc l'auto-apprentissage est la façon avec laquelle on va apprendre, faire des corrélations entre les différentes données pour apprendre le système de enrichir les algorithmes de raisonnement. Mais en fait, en 1956, quand le mot intelligence artificielle a été créé, il a été créé entre autres par quelqu'un d'important, on devrait avoir une statue de lui à Paris, hein. C'est quand même le monsieur qui nous permet peut-être aujourd'hui de ne pas parler allemand, hein, chez nous. C'est-à-dire c'est comme Alan Turing qui va découvrir, il va faire une machine et le premier programme informatique qui va servir de façon extrêmement efficace à décoder les messages d'Hitler. Et donc ça va être un atout majeur qu'on va avoir pendant la fin de la guerre. Et donc, effectivement, ce monsieur, en 1956, avec une vingtaine d'Américains, ils vont se réunir et ils vont définir ce qu'est le thème intelligence artificielle. Et comme vous le voyez sur les slides, c'est l'ensemble des théories et des techniques mises en œuvre qui, accomplies par l'homme, demanderaient de l'intelligence. Donc, c'est extrêmement flou et on ne parle pas d'auto-apprentissage. Donc, si vous avez entendu dire que IA égale auto-apprentissage, c'est qu'on ne vous a pas complètement tout dit. La réalité, c'est que l'auto-apprentissage fait partie de l'IA, mais l'IA, ce n'est pas que l'auto-apprentissage. Il y a beaucoup plus que ça dans l'IA. Ça, c'est le premier point qui est important à retenir. En fait, il y a 3 classes d'intelligence artificielle. La première est la seule qui existe aujourd'hui. Elle est dite ANI, Artificial Narrow Intelligence. Et le narrow ne veut pas dire étroit, il veut dire surtout monodisciplinaire.
L'algorithme qui est champion du monde de jeux de Go, il sait jouer qu'aux jeux de Go. L'algorithme qui est champion du monde d'échecs, il ne sait jouer qu'aux échecs. ChatGPT ne sait que résumer très bien, du reste, une très grande qualité, les informations du site web, de sa base de connaissances, de données, ou les données que je lui charge. Mais il sait que résumer. Il ne comprend ni le texte, ni la question, ni la réponse. C'est un système basé sur une technologie dite de LLM qui ne comprend pas les textes, mais qui par contre est capable d'aller rechercher statistiquement, qui a déjà reposé la même question et que, sur un enchaînement de textes, c'est extrêmement sophistiqué, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais on reste dans une IA qui est simple et qui est monodisciplinaire. On parle toujours de raisonnement. En revanche, la deuxième classe d'intelligence artificielle qu'on appelle AGI n'existe pas aujourd'hui. On pourrait même dire que depuis 2017, on n'a absolument fait aucun progrès sur ce domaine-là. Aucun progrès depuis 2017. Le machine learning a toujours ces mêmes problèmes qui sont très clairs et très simples à comprendre. Le premier, c'est que c'est une boîte noire. Donc là, je suis toujours dans l'IA simple, excusez-moi. Les réseaux de neurones, qui sont la technologie qui se cache derrière l'auto-apprentissage, effectivement, sont une technologie qui est de type statistique, boîte noire, non auditable, non transparent et non modifiable. Donc, c'est une technologie qui ne correspond pas à l'informatique que vous avez connue depuis 40 ans. Depuis 40 ans, toute l'informatique qu'on avait faite était une informatique dite déterministe. Déterministe veut dire que c'est répétitif, que le résultat est exact chaque fois que je répète, était une informatique, quand vous recevez votre relevé de banque, vous ne prenez pas la calculatrice pour vérifier si le solde est exact ou pas. Quand vous utilisez un logiciel de paye ou de comptabilité, vous ne vérifiez pas à la calculatrice si le résultat est juste ou pas. Parce que l'informatique qu'on vous a faite, historiquement, était déterministe, explicable, certifiée. Et quand vous avez un fichier Excel et que vous avez une erreur, vous savez que vous avez fait une erreur dans les données que vous avez rentrées ou éventuellement dans votre formule de calcul. Mais c'est une informatique qu'on peut expliquer. Alors que, effectivement, les réseaux de neurones, la technologie utilisée pour l'IA, est une technologie de type statistique. Pour faire un cliché, la moyenne des gens qui ont fait comme ça ont dit ceci sur ce sujet. Est-ce que la moyenne a raison? Voilà, c'est un cliché, mais ça parle et c'est parlant. Donc, la deuxième intelligence artificielle qui s'affiche au tableau, qu'on appelle AGI, est qui veut dire intelligence, Artificial Intelligence, General Intelligence. C'est une IA qui, effectivement, aurait 3 qualités supplémentaires, puisqu'elle serait pluridisciplinaire, et qui se matérialise concrètement dans le business avec 3 qualités. Le premier s'appelle le bon sens, parce que le bon sens est pluridisciplinaire. Je vois un résultat, ce n'est pas possible. Pourquoi je dis que ce n'est pas possible? Parce que je m'appuie sur des expériences, sur des savoirs, sur des connaissances souvent extérieures au sujet pour dire que ce n'est pas possible, ça ne marchera pas. Et l'intelligence artificielle ne va pas savoir faire ça à la date d'aujourd'hui. L'AGI n'existe pas. Elle pourrait ne pas exister sur ce siècle, peut-être qu'elle existera avant la fin du siècle, mais tous les gens qui disent on l'a dans quelques années, ne quittez pas, restez en ligne, sont les mêmes qui annonçaient qu'il n'y aurait plus une voiture qui serait conduite par un être humain avant le 1er janvier 2020, ou ceux qui racontaient que 47% de la population serait remplacée par les ordinateurs avant 2025. Il va falloir se dépêcher parce que pour le moment, on n'a jamais eu autant de problèmes de recrutement qu'aujourd'hui. Donc ces gens-là ont perdu une certaine crédibilité, donc il faut être extrêmement prudent sur les annonces que sont faits certains gourous qui ont besoin de financer leurs activités, de faire rêver les gens et qui sont prêts à extrapoler la vérité pour faire rêver et pour recevoir des fonds en milliards pour pouvoir financer leurs entreprises. L'IA généraliste, donc c'est très intéressant. Et donc, la première qualité qu'aurait l'IA généraliste, je vous rappelle que le seul outil, la seule machine qui est AGI sur Terre, c'est notre cerveau humain. Donc, nous sommes les seuls à avoir du bon sens. Aucun ordinateur n'a de bon sens. Le jour où on aura de l'AGI, on aura peut-être du bon sens. Mais pour le moment, il n'y a que le cerveau humain qui est AGI. La deuxième qualité, c'est la créativité. On ne peut pas avoir de la créativité avec du machine learning en AI. Ce n'est pas possible. On ne peut pas. La machine, elle est obligée de s'appuyer sur des événements qui ont été répétitifs dans le passé.
Donc la créativité, elle n'est pas répétitive dans le passé. C'est de ce que l'on appelle créativité quelquefois dans l'intelligence artificielle, en fait, c'est de l'analyse de données et de la synthèse. Et effectivement, à partir d'analyse de données et de synthèse, je vais pouvoir finir la symphonie inachevée de Beethoven en écoutant les mouvements précédents, en analysant toutes les autres œuvres de Beethoven, et on en déduit les mouvements qui manquent, et puis c'est tout. De la même façon, on va pouvoir traiter des images, faire ce qu'on appelle de la créativité, qui est du mélange et de la synthèse de différentes images, et donc, quelque part, c'est une œuvre qui est nouvelle. Mais ce n'est pas de la créativité. La créativité dans le monde de l'entreprise, c'est la gestion des imprévus à 99%. Vous ne créez pas des produits tous les jours, vous ne créez pas des process tous les jours. Non, ce n'est pas vrai. Vous êtes essentiellement en phase d'exécution. Mais par contre, vous gérez des imprévus. Le pilote qui avait quitté JFK, l'aéroport de JFK à New York, et qui s'est posé sur la Hudson River à New York, à un moment donné, il a bien géré un imprévu. Les moteurs étaient éteints, l'intelligence artificielle, qui était la plus sophistiquée qui existait à l'époque, c'était une quinzaine d'années, lui disent à ce moment-là, on est mort, je ne sais pas te ramener à l'aéroport, on n'a pas pris assez d'altitude. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va lui dire tais-toi, et il va basculer son avion, il va plonger vers la rivière, il va reprendre de la vitesse et il va se poser le mieux qu'il peut et il va sauver sa peau et celle de son équipage. Il va bien gérer un imprévu. Et il a été créatif, il a fait un process qui n'était absolument pas prévu dans son logiciel d'intelligence artificielle. Donc la deuxième grande qualité de l'AGI, le jour où elle existera, et donc de notre cerveau humain, hein, parce qu'on oublie l'AGI, on ne le verra peut-être pas sur notre génération en tout cas, donc on parle du cerveau humain, le cerveau humain il a du bon sens et il a de la vraie créativité. Le troisième élément fondamental de notre cerveau humain et donc de l'AGI plus tard, c'est effectivement l'empathie. L'empathie, c'est comprendre la souffrance de l'autre, et effectivement, les machines ne comprennent pas la souffrance de l'autre. On sait faire du sentiment analysis, c'est-à-dire comprendre dans un texte si la personne est furieuse, si elle est contente, si elle est en regardant des mots-clés, mais ce n'est pas révolutionnaire et ce n'est pas de l'empathie. L'empathie, c'est comprendre la souffrance de l'autre. Et puis surtout, aujourd'hui, l'informatique ne sait pas poser de questions. Vous avez quand même bien noté que depuis 50 ans, c'est toujours vous qui posez des questions à l'ordinateur, enfin, logiciel, et le logiciel qui vous répond. Mais le logiciel, c'est pas à vous poser de questions. ChatGPT a annoncé qu'il n'essayerait même pas de passer le test de Turing. Le test de Turing, c'est un être humain est assis devant son clavier, discute et dialogue avec quelque chose qui est derrière le mur. Si au bout d'une demi-heure, il est sûr d'avoir dialogué avec un être humain, et en fait c'était une machine, ce jour-là, on pourra dire que l'ordinateur est aussi intelligent que l'être humain. Oui, mais enfin, un vrai dialogue, les deux posent des questions, les deux répondent. Or, aujourd'hui, l'informatique, depuis 40 ans, c'est toujours nous qui posons des questions à la machine qui nous répond, mais la machine ne sait pas nous poser de questions. Et donc aujourd'hui, vous voyez, on n'en est pas du tout là. Comment puis-je faire du conseil si je ne peux pas poser des questions aux clients? Donc la machine ne peut pas nous remplacer. Et puis le dernier type d'intelligence artificielle, c'est effectivement la super intelligence artificielle, celle où la machine aura un tel niveau de connaissance, elle apprendrait tellement de nous et des événements de la vie, puisqu'elle n'a pas de limite en mémoire, qu'elle arriverait à un niveau de conscience qui lui permettrait de dire raisonnablement 8 milliards d'habitants sur Terre, c'est peut-être beaucoup. Je dis n'importe quoi. Hein. C'est peut-être beaucoup. Je vais en garder quelques-uns dans un zoo. Moi, j'abîmerai pas la planète. Je tourne à l'électricité et je remplace les humains par des robots. Voilà. On est dans la science-fiction. On se fait plaisir. Bon, il va falloir déjà résoudre le problème de l'IA généraliste et ce n'est pas tout à fait sûr qu'on y soit encore. Comme me disait un professeur d'un département d'intelligence artificielle qui travaille sur l'AGI, on découvrira peut-être l'anti-apesanteur avant de découvrir l'AGI. Eh oui, on travaille dessus. Vous pensez les milliards qui ont été mis dans les labos de physique pour résoudre le problème de l'apesanteur, de l'accélération de l'apesanteur. Si notre voiture pesait 15 kilos, mais merveilleux, on a mis des milliards et on n'a pas trouvé. Et ben, peut-être que l'AGI, c'est un peu plus complexe qu'on le pense. Sûrement. La différence entre l'IA et la transformation digitale. Bah,
l'IA, ce n'est qu'un sous-ensemble de la transformation digitale. Ne mettons pas l'IA partout. La réalité virtuelle, la réalité augmentée, le métaverse, le blockchain, ce n'est pas de l'IA. Voilà. Donc, mettons l'IA là où elle est et la mettons pas partout. Même si ce n'est pas ça qui est important. Si j'arrête de dire, si j'arrête mes clients quand ils commencent à dire je veux faire un projet d'IA. Mais non, monsieur, ne faites pas un projet d'IA. Dites-moi quel est le problème prioritaire que vous voulez résoudre. Et si vous m'expliquez quel est le problème prioritaire que vous voulez résoudre, je vous dirai si vous avez besoin d'IA ou d'informatique ou d'autre chose. Peut-être que ça n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle. Par contre, on est très conscient d'une chose. C'est que les entreprises qui sont les plus informatisées subissent un plafond, voire une décroissance de leur productivité. Vous savez, en France, les chiffres sont officiels. Depuis 2019, on a perdu 5% de productivité dans les entreprises en France, depuis 2019. On était à 4,9% à fin juin, précisément. Alors, on peut l'expliquer, Covid long, plus d'arrêt de travail, on peut l'expliquer, plus d'apprentis. Il y en a qui sont créatifs quand même. Comment? Pardon de couper, on dit télétravail peut-être. Ça dépend des métiers. Il y a des métiers où, au contraire, on a augmenté de 20% grâce au télétravail. Les gens ne veulent plus y travailler. Dans le métier du software, le télétravail, c'est. Voilà. Peut-être, en tout cas, en 2019, il n'y avait pas de Covid. En 2020, il n'y avait pas de Covid. Et il y avait déjà la baisse au même rythme qu'aujourd'hui. Donc, le Covid n'a rien changé sur la baisse de la productivité. Donc, arrêtons de tout mettre sur le Covid. Arrêtons de tout mettre sur les apprentis qui sont moins efficaces au travail que ceux qui sont seniors. On a peut-être un autre problème. Cet autre problème, ça s'appelle la loi de Miller. L'être humain ne sait pas gérer du raisonnement sur plus de 7 points de données. On reprend. Raisonner, c'est appliquer des règles sur des données. J'ai donc 2 catégories de produits ou de services. Les produits sur lesquels il faut poser moins de 7 questions pour le positionner, ou les produits sur lesquels il faut poser plus de 7 questions pour bien analyser le problème du client, son besoin et pouvoir apporter une solution. Avant l'an 2000, tout était beaucoup plus simple. On avait moins de données à analyser pour trouver une solution, parce que le monde était plus simple. Moins de réglementation, moins de complexité, moins de concurrence. Les choses se sont accélérées considérablement. Et le cerveau humain, lui, n'a pas changé. La loi de Miller était professeur à Harvard et Princeton aux États-Unis dans les années 60, et il va publier ses travaux, et il va démontrer qu'au moment où on raisonne, le raisonnement n'a pas lieu en mémoire longue, mais en mémoire courte. Et qu'aucun être humain ne sait raisonner sur plus de 7 points de données, plus ou moins 2 en fonction de la personne. Ce sera un tollé dans le monde intellectuel. Oui, les gens normaux, mais nous, on est des intellectuels, on sait faire mieux. Un millier d'études vont être lancées et vont aboutir à « Monsieur Miller, il a raison », et on appelle ça la loi de Miller. En un mot, je rentre dans un magasin, je veux m'acheter un costume. Le vendeur, la vendeuse me pose la question quelle est votre taille de veste? Quelle est votre taille de pantalon? Quel est le type de costume que vous voulez? Quelle est la couleur? Il y a 4 questions là. Allez, on en rajoute une 5e, je ne sais pas quoi. On est sur un produit simple et tout va très bien. On sait faire. Je refais du conseil et on va prendre un exemple, je vais vous le montrer. J'ai un client, il est intéressé, il est entrepreneur et il voudrait acheter ses bureaux. Oui, le propriétaire de ses bureaux vend ses bureaux et il voudrait les acheter. Doit-il l'acheter avec ses sous à lui? Doit-il l'acheter avec sa société? Faut-il qu'il crée une SCI? Faut-il qu'il crée une holding? Comment faire? Là, je suis sur 15-20 questions minimum pour arriver à qualifier le problème du client. Le cerveau ne va pas savoir raisonner sur les 20 points de réponse. Je vais être limité à 7, ça veut dire que je vais éliminer tous les autres points. Je vais en choisir 7, et c'est pour ça que le plus grand malaise, à ma connaissance, avec mon humble avis, la plus grand malaise du monde moderne, c'est la difficulté de trouver un expert qui est très bon dans son domaine.
Parce que dès que j'ai une expertise sur un sujet qui est un peu pointu, il faut qu'il me pose beaucoup de questions et il ne va pas savoir raisonner, en tout cas pas de tête. Et je n'ai pas d'outils pour m'aider à raisonner sur un grand nombre de données, à moins d'écrire un logiciel. Mais sinon, je n'ai pas d'outils. Si je veux calculer, j'ai Excel, je me fais mon tableau Excel, mais dès que je veux raisonner, je n'ai pas d'outils. La perception du monde aujourd'hui, elle est, pour les gens qui sont positifs, trouver un très bon expert dans un domaine, c'est très compliqué. Et pour les gens qui sont un peu négatifs, je suis entouré de gens incompétents. Vous choisissez ce que vous voulez, mais ça veut dire la même chose. Et en fait, les gens ne sont pas incompétents. Les problèmes sont plus complexes. On est obligé de traiter des problèmes qui nécessitent beaucoup plus de données pour apporter un avis. Et donc, on se trouve dans une difficulté qui est la limite de notre cerveau. Si on ne comprend pas la loi de Miller, qui devrait être enseignée en SVT à l'école, c'est tellement important qu'on comprendrait alors qu'on a peut-être besoin d'intelligence artificielle pour nous aider à raisonner sur des sujets qui sont complexes. De la même façon que je n'embaucherai pas un comptable qui ne sait pas utiliser Excel. Ben oui, si c'est pas utiliser Excel, il ne sait pas manipuler des chiffres. La réalité, c'est que si je lui demande de faire un budget, il va manipuler des centaines de chiffres. Donc, si c'est pas utiliser Excel, j'en ai pas besoin puisque je ne sais pas ça que je veux. Je veux quelqu'un qui puisse m'aider et donc manipuler des chiffres pour du calcul. Je n'ai pas le pendant. Je n'avais pas le pendant. D'où l'intérêt de l'intelligence artificielle. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Ce que vous dites, c'est que l'intelligence artificielle est une réponse à ça. C'est-à-dire que la capacité à intégrer plus de 7 points de données lui donne un avantage par rapport à un cerveau humain. Oui, absolument. La plus grande faiblesse du cerveau humain est décrite dans la loi de Miller, l'incapacité à raisonner sur plus de 7 points de données. Et on le sait bien, vous avez une vraie maladie. Vous allez voir 3 médecins. Je vous garantis, vous aurez 3 points de vue et vous ressortirez avec 3 ordonnances. Sûr. Je ne parle pas de la grippe ou du Covid. Je parle d'une vraie maladie, on ne sait pas ce que vous avez. Voilà, c'est sûr. Allez voir 3 avocats. Et je n'ai rien contre les avocats. Ma famille, plein d'avocats dans ma famille. Pas de problème. Mais la réalité, c'est que les experts, ils confondent aujourd'hui leurs convictions personnelles avec la vérité. Allez voir 5 investisseurs financiers et commencez par votre banquier. Vous avez un héritage et vous devez placer de l'argent. Vous aurez autant de points de vue, autant de propositions que vous avez de personnes à répondre. Et ça, c'est l'inverse de ce qui s'est passé dans le manufacturing, dans l'industrie. Dans l'industrie, il y a 50 ans, c'était la 2 chevaux, c'était la voiture populaire. On la livrait avec une manivelle et on se cassait le poignet avec des retours de manivelle. La dernière chose qu'on mettait dans une 2 chevaux, c'était la boîte à outils. Oui, on mettait la boîte à outils. Et on vous expliquait, c'était un peu plus de 50 ans, 60 ans, on vous expliquait qu'en fait, la voiture, il fallait la roder. Et que si le moteur sifflait, il fallait arrêter le contact, se mettre sur le côté, même sur l'autoroute. Hein. Enfin, il n'y en a pas beaucoup, mais on se mettre sur le côté. Parce que s'il sifflait, c'est que le piston, il était en train de serrer dans la chemise. Et si vous continuez pendant 5 minutes, au bout de 5 minutes, c'était fini. Le moteur, le piston, il était scellé dans la chemise et c'était fini. Et donc, mais c'était normal. Aujourd'hui, l'équivalent, la voiture populaire, vendue à 700 000 Français, c'est à peu près la Dacia. Je n'ai rien de plus ou de moins avec la Dacia. La Dacia, il fait moins 15, vous tournez la clé et ça démarre. Vous n'allez pas la roder. Le rodage, la première vidange aura lieu non pas comme sur la 2 chevaux à 800 km, puis la deuxième vidange à 2500 km. Non, la première vidange aura lieu à 10 000 ou 20 000 km en fonction des modèles. On a fait des progrès considérables. À l'époque de la 2 chevaux, les défauts sur les pièces détachées, c'était quelques pourcents. Quelques pourcents. 3, 4, 5%. Aujourd'hui, pour avoir droit de vendre dans l'industrie automobile, ils exigent de leurs fournisseurs d'être certifiés sur quelques ppm. Un ppm, c'est une chance sur 1 million d'avoir une pièce défectueuse. Vous voyez bien qu'entre 1 ppm et 1%, on a un écart de 1000. On a fait des progrès considérables. Aujourd'hui, produire ne coûte plus rien. Ce qui coûte, c'est marketer, c'est vendre, c'est supporter, c'est conseiller. C'est ça qui coûte. On a fait très peu de progrès dans le monde du conseil en 50 ans. On a fait des progrès considérables dans le monde du manufacturing, de l'industrie. Il est temps que le conseil rattrape l'industrie.
sans remplacer l'être humain. La machine n'a pas de bon sens, n'a pas de créativité, n'a pas d'empathie, comme on l'a décrit. Pourquoi le conseil est stratégique? Comme on l'a dit tout à l'heure, on va raisonner sur un plus grand nombre de données. Et donc, on va être confronté à la loi de Miller en permanence. Le conseil, c'est la voie royale pour se positionner sur le segment du premium. On l'a dit tout à l'heure, le middle market, c'est Tamailleux, GoSport, toutes ces chaînes et toutes ces PME dont on n'entend pas parler, qui étant en faisant le grand écart entre je fais un peu de low cost de temps en temps, un petit peu de premium qui en donne de l'argent, et je fais le grand écart en permanence, n'ont pas pris de position, sont restés dans le middle market, et dans le middle market, elles ont disparu. Voilà. Et si je veux aller dans le low cost, eh bien, il y a très peu d'acteurs dans le low cost. Free, dans le monde des telcos, il y en a un et il n'y en aura pas deux. Il a bousculé le monde des telcos en attaquant avec des prix très bas et il s'est fait une place au soleil. Xavier Niel gagne beaucoup d'argent et quelqu'un qui est une grande réussite industrielle, mais il n'y a pas de place pour un autre à côté de lui. Dans le monde du low cost, du bas coût, je suis obligé de faire des gros volumes pour compenser les marges qui sont faibles. Et donc, effectivement, je ne laisse pas de la place à quelqu'un, je prends tout ce marché. Le premium est probablement là où les entreprises, les PME qui sont plutôt positionnées en middle market, elles vont aller probablement sur le premium parce que c'est là que j'ai le plus de choix et de possibilités de grandir. Le premium n'étant pas pour les gens riches. Même le premium, c'est pour monsieur tout le monde. C'est je choisis du bas coût quand ce n'est pas dans mes valeurs. Et vous avez des gens très riches qui roulent avec des voitures bas de gamme. Voilà, j'en connais personnellement. Puis très très riches, mais ils veulent être discrets, ils roulent, voilà, puis ils s'en fichent, les voitures, c'est pas leur truc. Voilà. Et par contre, ce qui est très important, c'est le sac de golf. C'est le golf, parce que là, ils ont une série qui est magnifique. Et c'est en fonction de ces valeurs qu'on choisit premium et low cost. Et le même client choisit les deux. En tout cas, le conseil, on le sait bien, c'est le seul moyen, pour les boutiques dans la rue de survivre, et face au low cost du web, et d'une façon générale, les entreprises qui sont fortes en conseil sont des sociétés qui ont plus cher, qui ont plus de marge, qui se développent et qui grandissent plus. Les gens sont tellement friands de conseil. Mais on va voir ce qu'est le conseil. Parce que c'est comme le raisonnement. On dit raisonner, mais quand on ne sait pas ce que c'est compliqué. Eh bien, c'est quoi le conseil? On va en parler. D'après une étude Ipsos, 81% des Français ne croient plus à l'avis d'experts. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi. En fait, je suis touché aussi. Hein. Ça veut dire très clairement que communiquer ne consiste plus à dire ce qu'il faut faire, mais consiste à expliquer, justifier. Si je ne suis pas capable de faire ça, c'est très compliqué. Le niveau de capacité à écrire des jeunes qui arrivent sur le marché rend très compliqué la nécessité de justifier. Car écrire, ce n'est pas écrire. Écrire, ce n'est pas écrire. Il faut remonter à Napoléon pour bien comprendre cela. Ou avoir des enfants. Quand vous avez des enfants, la première chose qu'on leur demande à l'école, c'est de raconter ce qu'ils ont fait le week-end, ou de raconter ce qu'ils ont fait mercredi après-midi. Et ça va, ça. Mais quand on leur demande, décris-moi l'itinéraire pour aller de chez toi à la boulangerie, eh bien là, ils appellent papa-maman. Parce que c'est beaucoup plus complexe. Et on a trop facilement dit écrire, c'est écrire. Non, écrire, c'est pas écrire. Écrire une suite séquentielle de faits, c'est très simple. Expliquer quelque chose, c'est très compliqué. Il est temps qu'on ait les machines pour nous aider. Parce que naturellement, notre force de travail ne va pas suivre, ne va pas être capable de le faire massivement. Alors c'est quoi? C'est quoi être un bon expert, un bon conseiller ou un bon manager de transition? Ou je dirais un knowledge worker, hein, parce que c'est le terme anglais. Un knowledge worker est quelqu'un qui n'utilise pas sa force physique, il ne conduit pas un bus, il n'a pas une truelle avec du ciment, il travaille toute sa journée avec sa matière grise. Je pense que tous autour de cette table, on est dans ce cadre. Qu'est-ce qu'un bon expert? Qu'est-ce qu'un bon knowledge worker? Qu'est-ce qu'il fait toute la journée? Quelles sont les 3 tâches principales
d'un bon conseiller, d'un bon expert, d'un bon manager de transition, la balle est dans votre camp. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Déjà, pour moi, un expert et un conseiller, ce n'est pas la même chose. Ah, d'accord. De mon point de vue. D'accord. L'expert sait, un conseiller commence par comprendre. Comment? Pardon? Je dis un expert sait, c'est-à-dire qu'il est là pour apporter pour apporter son savoir. Il y a une situation de maîtrise, etc. Ok, alors je prends ce point. Un conseiller est d'abord et avant tout là pour comprendre. Voilà, mais d'accord. Alors, donc, c'est mon point. Il est excellent. Pour moi, je voulais dire un conseiller expert, c'est-à-dire pas un conseiller qui connaît rien, un conseiller qui a une expertise dans un domaine. Qu'est-ce que va faire un conseiller qui a une expertise dans un domaine? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la première étape quand il arrive sur une situation? Et alors, comment il va faire pour comprendre? Comment il va faire? Il observe, il écoute, il questionne. L'observation, le questionnement. Einstein disait, oui, pardon? Il écoute. Et je suis désolé. Einstein a raison. Einstein disait, quand je rentre dans une salle de réunion, il me faut moins d'une heure pour savoir qui est intelligent et qui ne l'est pas. Les gens intelligents sont ceux qui posent les bonnes questions. Le problème, bien sûr, du conseiller, de l'avocat, du médecin, s'il ne vous a pas posé les bonnes questions, il vous envoie dans le mur. Son diagnostic est faux. La réalité, il faut qu'on en prenne conscience. Écouter les réponses, oui, mais avant d'écouter les réponses, il faut poser les bonnes questions. Un bon expert, c'est celui qui sait poser les bonnes questions. Le problème, c'est qu'avec la loi de Miller, si j'ai 15 ou 20 questions, j'en oubliais. Alors, les avocats, regardez bien comment ils travaillent. J'en ai quelques-uns dans ma famille. Ils ont des listes. Ils ont des petits cartons. Et ils balayent. Je suis en train de lire un contrat, là, et de donner un avis sur un contrat, et je balaye toute ma liste parce qu'ils savent qu'ils ne savent pas faire. Voilà. Un bon expert, un bon conseiller qui a un talent d'expert dans un domaine, la première chose qu'il fait, c'est qu'il pose les bonnes questions. Et il va écouter la réponse, donc je suis d'accord, mais il va écouter la réponse. Qu'est-ce qu'il va faire en deuxième? Mais entre nous, hein, personne ne nous enregistre. Et le compte rendu des besoins du client. C'est la première étape du point 3. Excellent. Mais en point 2, il fait autre chose. Alors, je vais vous donner ma réponse que je dis depuis des années. Oui, elle marche. Oui. Hein, qui commence comme ça, d'ailleurs. C'est commencer par se mettre d'accord sur le fait qu'il y a un problème, de proposer des solutions, pour choisir celle qu'on met en œuvre. Oui, mais entre les deux, on fait comme quelque chose de plus, si je peux me permettre. C'est mes 3 étapes qui. Mais vous en avez sauté une, parce que vous faites, sinon vous ne le feriez pas. Je trouve une bonne maturité, mais il y en a une qu'on fait, et on en a déjà parlé tout à l'heure. Il y a une photographie de la situation, peut-être qu'il a compris. Non, vous allez raisonner. Vous allez appliquer certaines des dizaines de milliers de règles que vous avez stockées en mémoire longue sur les réponses aux questions. C'est ça que vous allez faire. Le client, il vous a donné, il vous a répondu à vos questions, et vous avez tous les éléments. Et il va falloir que vous raisonniez dessus. Et ce que vous allez faire après, c'est que vous allez exprimer votre logique de raisonnement en langage naturel. Et effectivement, et vous l'avez dit tout à l'heure, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va résumer le contexte, on va reformuler, c'est le terme que vous avez utilisé. Le deuxième point, on va faire un diagnostic, une relation de cause à effet. On va expliquer ce qui se passe de notre point de vue d'expert ou de conseiller. Et puis après, on va faire des recommandations. Et effectivement, je suis d'accord avec Marc, on va choisir après la bonne recommandation qui va bien. Mais voilà les 3 étapes d'un conseiller qui est expert ou un manager de transition qui arrive sur une situation. Il va appliquer ces 3 choses instinctivement. Ouais, alors, le problème, c'est que l'intelligence artificielle ne s'est pas posé de questions pour le moment. Enfin, c'est le début, mais on est au tout début de ces choses-là. Par contre, il va savoir raisonner. Et par contre, il ne va pas avoir bon sens, créativité. La réalité des choses, c'est que c'est la collaboration entre l'homme et la machine qui donne les meilleurs résultats. Et c'est pour ça qu'après nous avoir dit il y a 5 ans et demi, exactement 5 ans et demi, Google a dit arrêtez d'embaucher des radiologues. Ça ne sert à rien
L'intelligence artificielle fait déjà mieux et dans 5 ans, elle fera tellement bien que vous n'aurez plus besoin de médecins radiologues. Et le Bureau of Labor Statistics, énorme INSEE du travail aux États-Unis, a annoncé ce mois d'août, il y a 2 mois, qu'on rembauchait massivement des médecins radiologues à un salaire moyen de 300 000 $ avec des prévisions d'embauche de 4% de plus chaque année. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'on admet aujourd'hui que la machine va être meilleure à analyser une tumeur dans les détails, mais qu'elle ne va pas avoir une vue d'architecte, une vue des problèmes globaux, et qu'en fait, ce qui fonctionne bien, c'est la collaboration entre l'homme et la machine, et non pas la machine contre l'homme. Et donc, le remplacement de l'homme par la machine n'existe pas, ou du moins tant que la GI n'existe pas. Pourquoi industrialiser le conseil avec l'IA est-il stratégique? L'automatisation à 100% du conseil ne fonctionne pas, on l'a vu et on vient d'expliquer beaucoup. Les entreprises qui domineront le marché dans les prochaines années seront celles qui vont industrialiser le conseil personnalisé, sans remplacer l'être humain, mais qui vont aller à 80%, qui vont augmenter la fiabilité du conseil. Personnellement, de mon analyse sur ce sujet-là, on a un niveau de fiabilité qui ressemble au Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge dans le conseil, à côté de ce qu'on a fait dans le manufacturing. On a vraiment besoin d'outils, on a vraiment besoin d'industrialiser, on a vraiment besoin de mettre les meilleurs experts dans la machine, de mettre le savoir et le savoir-faire dans la machine, pour qu'ils nous aident à 80%, qu'il ne fasse des suggestions, puisqu'il n'a pas de bon sens, de créativité, d'empathie, qu'il soit capable de nous dire de façon cartésienne quelles sont les meilleures solutions possibles, qu'au lieu de démarrer de 0, on démarre à 80% de la réponse. Et après, on amende la réponse, on choisit la réponse, on y rajoute de l'empathie, de la créativité, on crée une nouvelle réponse, mais on ne part pas de 0. Et là, on aura un niveau de conseil qui pourrait nous amener à une nouvelle renaissance. Parce que la renaissance qu'on a connue, elle est liée à Gutenberg. C'est la démocratisation de l'accès au savoir qui a connu la plus longue période de croissance économique que l'Europe n'a jamais connue, qu'on appelle la Renaissance. Malheureusement, à l'école, on nous a parlé plus de Renaissance italienne qu'à la Renaissance des arts. On a oublié de nous dire que c'était aussi une Renaissance économique après une période de décroissance économique qui a été quand même considérable sur la fin du Moyen-Âge particulièrement. Et que demain, si on industrialise le conseil, on va repartir sur une croissance économique qui peut être fabuleuse. Concrètement, ça ressemble à quoi ça? On va voir. Industrialiser le conseil. On va voir. On va montrer des exemples concrets. Moi, c'est antinomique. Ah ben oui, mais au contraire. Pour moi, c'est complémentaire. Donc là, pour le moment, on décrit, tout à l'heure, on montre. Okay. Aujourd'hui, attirer les meilleurs talents, eh ben, c'est un vrai souci. Attirer les meilleurs talents, ils ne veulent pas être aux ordres d'un robot. Parce qu'on a fait du mauvais boulot. Allez, je vais prendre un métier comme le métier d'abord du garagiste. Vous amenez votre voiture au garage, il y a un problème. Il ouvre le capot, il attrape ce qu'on appelle la valise diagnostique, c'est un chariot à roulettes. Et puis il va plugger et la machine va lui dire code erreur 190, changer telle pièce. Eh bien, il va changer la pièce. Il ne comprend plus comment tourne le moteur. Il ne sait pas. Donc, il est en train de perdre son bon sens, puisqu'il apprend juste à changer la pièce. En manque de chance, ce n'était pas la pièce, c'était le fil électrique qui n'alimentait pas la pièce, et qui faisait que la pièce était considérée comme défectueuse. Mais, et s'il n'a pas le bon sens, il ne voit pas ça. Et ça, on rentre le soir au bureau, et on se dit, j'ai vraiment un travail, c'est l'ordinateur qui me dit ce qu'il faut faire. Et vous comprenez que ça, ce n'est pas motivant. Tous les psychologues vous le diront, dans un monde professionnel, pour s'épanouir, on a besoin de faire 3 choses. On a besoin de chercher, de se poser des questions. La deuxième chose qu'on a besoin pour s'épanouir dans le monde du travail, eh ben, c'est de trouver la réponse. Et le troisième élément pour qu'on s'épanouisse dans le travail, c'est voir que ce que l'on a réparé fonctionne. C'est toute l'histoire du Lego. Les gens ont évolué avec le Lego parce qu'ils ont cherché, ils ont trouvé et ils ont réussi à faire marcher. Et c'est tout le succès du Lego, ce n'est que ça. Si on est dans des boulots où c'est les ordinateurs qui nous disent ce qu'il faut faire, on est forcément démotivé, on devient forcément désengagé.
Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, et c'est la bonne nouvelle, avec l'arrivée du traitement du langage qui va beaucoup évoluer, vous avez entendu parler de ChatGPT, vous avez entendu qui sont les premières nuits que des choses arrivent, je vais donc pouvoir avoir un ordinateur qui est un coach et non pas quelqu'un qui me dit ce qu'il faut faire. Et le coach, il pourrait me dire, tiens, pose-toi cette question, tiens, regarde là, c'est plutôt dans ce sens-là. Aider même à expliquer. Et si j'arrive à avoir de l'intelligence artificielle qui est un coach à côté de moi, un coach virtuel mais un coach gratuit, alors je vais garder cet intérêt pour mon travail, je vais y apporter la créativité que la machine ne sait pas faire, je vais y apporter l'empathie qu'elle ne sait pas faire, je vais y apporter le bon sens, parce que mon bon sens va être développé puisque je vais comprendre pourquoi ça fonctionne. Bon, je vous ai parlé des garagistes, je ne voulais pas que je vous parle des notaires. Allez. Les jeunes notaires qui arrivent dans les études, une fois qu'ils ont fait 10 actes, aujourd'hui, il y a des logiciels remarquables qui permettent de faire qui sont des traitements de texte super intelligents, permettent de faire des actes. Une fois qu'ils en ont fait 10, c'est du travail de secrétaire. Je n'ai pas été notaire pour devenir secrétaire à utiliser un outil qui fait des actes. Où est ma motivation? Si demain, je n'ai pas de l'IA qui est un coach pour m'aider à comprendre, à mieux faire mon boulot et y apporter ma plus-value d'être humain, eh ben, je serai désengagé. La responsabilité, elle n'est pas chez les jeunes, elle est sur nous et l'application de la technologie qu'on a faite vis-à-vis des travailleurs. La plus grande faiblesse du cerveau humain est son incapacité à raisonner sur plus de 7 points de degré. On ne peut pas conseiller correctement un client sans l'aide d'une machine si la détermination des besoins exige au préalable de lui poser plus de 7 questions. Si je pose plus de 7 questions, je ne retiendrai que cette réponse. Et donc, j'aurai perdu les autres. Et donc, je serai en défaut de conseil. Formez les cadres d'une entreprise dans laquelle vous intervenez à de nouveaux services prend de nombreux mois et écoute, la formation coûte cher. Il est temps d'avoir des coachs qui vous aident à côté. Une proposition de conseil n'est crédible que si elle est suivie d'une confirmation écrite de ce qui a été dit oralement. On n'a plus le temps aujourd'hui d'aller écrire tout ça. Il va falloir des outils qui nous aident effectivement à augmenter notre productivité. Pourquoi l'IA de nouvelle génération est indispensable pour industrialiser le conseil? Je vais donc répondre à votre question, madame. L'IA va suggérer aux collaborateurs les meilleures questions à poser pour qualifier sa problématique, son besoin, sans script prédéfini. L'IA va proposer aux salariés, aux conseillers, les meilleures solutions rationnelles possibles, sans remplacer sa capacité à amender la réponse. Il suggère, il ne dit pas. Et puis derrière, à rédiger automatiquement les résumés de situation, les diagnostics, les recommandations, et je vais vous le montrer dans une langue ou dans d'autres langues, en quelques secondes, et sans risque juridique, puisque mon IA étant explicable, j'ai pu le faire auditer. C'est ça l'avenir. C'est en fait, l'IA devient une courroie de transmission du savoir-faire entre des experts qui sont au siège des gens qui sont sur le terrain. Que ce soit des commerciaux, des techniciens de maintenance, tous ceux qui parlent à des clients internes. La courroie de transmission, elle peut être aussi un DRH, il a des clients, les autres salariés. Voilà. Eh bien, c'est de la même façon, transmission du savoir-faire, modélisation du savoir.